Ces fusées révolutionnent la conquête spatiale. Ces Tesla ont bouleversé l'image de la voiture électrique. Ces usines sont parmi les plus grandes de la planète. Il s'appelle Elon Musk et en 2022, il devient l'homme le plus riche du monde. La richesse de Musk, ce sont ses actions Tesla. Tesla, c'est l'entreprise qui vaut, au niveau de la bourse, 1000 milliards. C'est la moitié de la richesse qui est créée par la France chaque année. En une vingtaine d'années seulement, Elon Musk est devenu l'un des hommes les plus influents de la planète. Un peu comme sa Tesla, un peu comme son SpaceX, Elon Musk en lui-même est une marque. Il a une aura terrible, au niveau de la tech. Il joue un petit peu le rôle d'un gourou. Charismatique et mystérieux, blagueur à la réputation despotique. C'est un personnage de fiction, voire de science-fiction, capable de faire voler en éclats toutes les limites, comme avec l'Hyperloop. L'Hyperloop, c'est des véhicules propulsés à très haute vitesse dans des tubes sous vide. On parle de 1000 km/h, c'est-à-dire une vitesse qui est comparable à celle de l'avion. Au cœur des villes encombrées par les embouteillages, il redéfinit le concept même de tunnel. Et il est en train tout simplement de réinventer une espèce de métro personnalisé souterrain. Dans ce métro d'un nouveau genre, c'est la voiture électrique la plus vendue au monde en 2021 qui circule. La Tesla, véhicule ultra connecté. La Tesla, c'est un smartphone sur roue. C'est une voiture qui se met à jour en 4G sans que vous ayez rien demandé. Vous pouvez même, aux États-Unis, faire venir la Tesla à vous. Tout comme la voiture, la maison façon Elon Musk est un concentré de technologie où l'on peut stocker sa propre énergie, où l'on peut se connecter à Internet via son réseau de satellites hautement stratégique. Dans tout le portefeuille entrepreneurial d'Elon Musk, s'il y avait une poule aux œufs d'or, c'est Starlink. Le ciel est devenu un laboratoire où tout est possible pour Elon Musk, y compris envoyer des humains sur la planète Mars à l'aide d'une fusée haute comme un immeuble de 20 étages. SpaceX développe un système de fusée réutilisable qui sera le plus grand jamais construit. Sa grande idée, c'est d'envoyer 1 million de terriens d'ici 2050 pour coloniser la planète Mars. Ce rêve est-il voué à l'échec? Ou Elon Musk est-il capable de surprendre une fois de plus? Pour comprendre la vision de cet entrepreneur hors du commun, à l'aide d'animations en images de synthèse, voici une plongée dans son impressionnante galaxie de projets. Des plus concrets aux plus fous, c'est un voyage dans le monde de demain. Un voyage qui a déjà commencé. Pur produit du rêve américain, Elon Musk est né sur un autre continent, au sein d'une famille aisée, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Dans sa jeunesse, il s'intéressait beaucoup aux supercondensateurs, aux fusées à poudre, aux ordinateurs. Et c'est quelqu'un qui était un peu recroquevillé sur lui-même, dans ses passions, dans ses ouvrages. Elon Musk est ce qu'on appelle un geek. Et il gagne ses premiers dollars en créant un jeu vidéo à l'âge de 12 ans. Il a quitté l'Afrique du Sud à jamais à l'âge de 17 ans pour échapper au service militaire. Mais c'est surtout parce que l'Amérique, pour lui, ça a toujours été la terre des rêves, la terre de tous les possibles. Le jeune Elon atterrit d'abord au Canada, où il enchaîne les petits boulots avant de reprendre des études pas forcément brillantes à Kingston, puis Philadelphie. Diplômé en économie et physique, il s'installe dans la Silicon Valley et crée avec son frère sa première start-up, Zip2. Il a pressenti des changements technologiques, par exemple l'explosion d'Internet dans les années 90. Il devient millionnaire suite au rachat de Zip2 en 1999. Et suite à cela, il a l'idée non saugrenue de créer la première banque en ligne, X.com. Sa nouvelle société va fusionner avec une autre pour donner PayPal et être finalement rachetée. En 2002, eBay rachète PayPal pour la somme modique d'1,5 milliard de dollars et lui-même hérite de 180 millions de dollars. Dans les années qui suivent, le monde entier découvre l'entrepreneur multimillionnaire, plein d'audace et iconoclaste.
Pour expliquer ses prises de parole parfois surréalistes, en 2021, il se confie dans une émission de divertissement américaine où il révèle être atteint d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger. Je sais, je dis ou je poste des choses bizarres, mais c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. À ceux que j'ai offensés, je dirais « J'ai réinventé la voiture électrique et je vais envoyer des gens sur Mars dans une fusée ». Vous pensiez que j'allais être un mec détendu et normal? Avec sa personnalité hors des clous, Elon Musk s'est attaqué à un objet dont l'image était désastreuse, la voiture électrique. Depuis, sa Tesla est devenue une référence. Voiture électrique préférée des Français, voiture la plus vendue au monde en 2021. Pourquoi, au début des années 2000, l'entrepreneur a-t-il investi dans un domaine délaissé par les autres constructeurs? Comment a-t-il révolutionné la voiture électrique, au point de devenir fin 2021 le constructeur automobile le mieux coté en bourse? Tesla, c'est une entreprise qui vaut, au niveau de la bourse, 1000 milliards. Donc 1000 milliards de dollars, juste pour donner un ordre de grandeur, c'est la moitié de la richesse qui est créée par la France chaque année. Tesla, Elon Musk. Elon Musk, Tesla. Les deux sont aujourd'hui indissociables dans les esprits. Pourtant, la firme qui révolutionne aujourd'hui l'industrie automobile est née dans le cerveau de deux personnes oubliées par l'histoire. La société, sous ce nom-là, elle a été créée avant Musk par un duo d'ingénieurs, messieurs Eberhard et Tarpenning, qui avaient l'envie de révolutionner la voiture électrique. Parce que la voiture électrique, jusqu'à la fin du XXe siècle, les gens du marketing diraient que c'est pas un objet de désir, hein, c'est la voiturette de golf. Leur voiture électrique sera un roadster racé, capable d'atteindre 90 km/h en 4 petites secondes. Pour financer leur projet, les fondateurs de Tesla contactent l'homme qui monte dans la Silicon Valley. Un homme fortuné et convaincu par leur démarche. Pourquoi est-ce qu'on fabrique des voitures électriques? À quoi bon? Parce que c'est très important d'accélérer la transition vers des transports durables. En 2004, Elon Musk investit près de 7 millions de dollars dans une aventure à contre-courant. Car à l'époque, l'industrie automobile a abandonné l'idée du tout électrique. Quand il les a rencontrés, finalement, il n'était qu'en position de financier. Mais très rapidement, Musk a fait quand même ce qu'il faut appeler une sorte de putsch pour prendre la direction de Tesla. À l'époque où il décide d'investir dans l'électrique, la plupart des constructeurs automobiles sont persuadés que ça va être plutôt l'hybride. Donc très peu de gens croient que l'électrique pur va fonctionner parce que les batteries sont très chères à fabriquer. Côté batterie, justement, les fondateurs de Tesla ont une intuition géniale. Utiliser de simples piles lithium-ion pour fournir toute l'énergie à la voiture. On peut presque parler d'un usage détourné, hein, puisque au début c'était pour des petits appareils électroniques, comme le Walkman par exemple, hein, qui avait des besoins électriques relativement restreints. L'élément de base est cette pile de 8 cm de haut. Il y en a des milliers dans un pack batterie. Un liquide de refroidissement circule entre les blocs pour diminuer la température qui monte facilement avec ce type de pile. Pack batterie et moteur de la taille de grosses pastèques sont intégrés entre les roues. De quoi assurer un meilleur équilibre avec l'essentiel du poids au plus près du centre de gravité. La partie mécanique ainsi réduite au minimum, l'espace libéré va offrir des coffres et un habitacle plus grand dans lequel trône l'élément central d'une Tesla, un écran tactile de 17 pouces, ultra connecté. La Tesla, c'est un smartphone sur roue. C'est une voiture qui se met à jour en 4G sans que vous ayez rien demandé.
vous vous couchez le soir, vous vous levez le matin, vous avez de nouvelles fonctionnalités dans votre voiture. C'était inenvisageable avant Elon Musk. Donc il a complètement rebattu les cartes. S'il fait froid, vous pouvez commencer à lancer le chauffage avant même d'être dans la voiture. Vous pouvez même, aux États-Unis, faire venir la Tesla à vous. Si elle est garée sur un parking, vous pouvez la commander avec votre smartphone. C'est un peu le côté start-up. Comme c'est une voiture qui a été programmée par des gens qui sont un peu geeks, un peu informaticiens, il y a le feu de cheminée, enfin voilà. Donc il y a tout un côté fun autour de la voiture qui fait que on est à fond dans ce qu'on fait, mais en même temps, on se prend pas non plus complètement au sérieux. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux nouvelles générations, parce que ça correspond bien aussi à leur façon d'être. Quasiment plus de mécanique et même pas de conduite à assurer. La voiture du futur, selon Tesla, sera une salle de jeu ou de sieste en mouvement. Car le Graal de Musk, c'est la voiture complètement autonome, la voiture de niveau 5. La voiture de niveau 5 aujourd'hui, elle n'existe pas. C'est un rêve industriel auquel Musk croit dur comme fer. Il en parle tout le temps. Et chaque fois qu'il en parle, c'est pour dire que Tesla va y arriver à brève échéance. Il y a une concurrence forte entre les acteurs automobiles pour y arriver. Et Tesla a, et c'est le patron de Volkswagen qui le dit, entre 5 et 10 ans d'avance sur ce sujet. Des niveaux d'autonomie, il en existe 6, de 0 à 5. La voiture de niveau 0, c'est la voiture qui n'est pas autonome du tout. Le premier niveau propose une simple assistance à la conduite, comme le régulateur de vitesse. Le niveau 2 correspond par exemple à un système d'aide au stationnement. Et les fonctionnalités s'ajoutent ainsi de suite, jusqu'à atteindre le niveau 5. 5, c'est la voiture qui n'a plus de pédale. Vous ne la pilotez plus, cette voiture. Elle va d'un point A à un point B toute seule. En fait, la voiture est équipée d'un certain nombre de capteurs. Dans une Tesla, il y en a 8, qui sont un peu, si vous voulez, qui remplacent les yeux du conducteur. Parmi les capteurs utilisés par les constructeurs automobiles, le classique GPS. Les radars longue portée pour situer les autres véhicules et connaître leur vitesse. Les capteurs ultrasons pour détecter les obstacles à faible distance. Des lidars, radars à faisceau laser pour cartographier l'environnement en 3D. Sauf pour Tesla, qui privilégie l'utilisation de 8 caméras. Au final, toutes ces données sont analysées par ordinateur. Vous avez ce qu'on appelle des calculateurs dans la voiture qui intègrent ces images et ensuite qui envoient ces informations sur un serveur qu'on appelle Dojo chez Tesla, qui est un énorme calculateur qui va permettre de faire des calculs avec de l'intelligence artificielle qui eux-mêmes vont aider la voiture à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Et donc la voiture, en fonction de ces informations, prend des décisions. Elle va décider de tourner, d'avancer, de freiner, etc. D'un point de vue purement technique, les experts s'accordent à dire que le niveau 5 sera atteint dans quelques années grâce à la puissance exponentielle des calculateurs. Mais c'est sur un autre terrain que les algorithmes pourraient montrer leurs limites. Quand tout se passe bien, c'est très confortable et c'est super d'avoir une voiture autonome. En revanche, dans le cas d'accident, par exemple, c'est très compliqué d'évaluer les responsabilités. Imaginez une voiture qui est en conduite autonome, qui doit prendre une décision entre foncer dans une autre voiture en face ou alors tourner à droite, mais il y a un piéton, renverser le piéton. Comment est-ce que vous allez arbitrer ces choix-là qui sont des choix éthiques ? Aux États-Unis, la technologie interroge après une série d'accidents mettant en cause des Tesla. Et la firme d'Elon Musk est sous le coup d'une enquête des autorités américaines. En France, en 2021, le conducteur d'une Model 3 affirme avoir vu son véhicule accélérer tout seul, sans réponse du système de freinage. L'accident a causé la mort d'un cycliste et fait une vingtaine de blessés place de la Nation à Paris. Tesla a nié toute défaillance technique. Pour Elon Musk, le problème, ce n'est pas la voiture autonome, mais l'être humain. Et d'après lui, les routes seraient plus sûres avec une intelligence artificielle aux commandes. Est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas le drame de trop qui fera que cette technologie, on la mettra de côté en disant non, finalement, un certain degré d'autonomie, c'est intéressant, mais pas complètement. D'autant plus que la voiture autonome, elle pose aussi des problèmes d'ordre sociétaux. Est-ce qu'on a envie de mettre au chômage les chauffeurs de taxi, les conducteurs de bus ? Malgré les différentes enquêtes en cours, le développement fulgurant de l'entreprise se poursuit. En 2020 et 2021, la Model 3 a été la voiture électrique la plus vendue au monde. Il faut dire qu'en misant sur la fin des voitures thermiques avant les autres, Elon Musk a trouvé la parade aux principaux freins du modèle électrique.
La voiture électrique, le problème principal, vous demandez à quelqu'un qui va acheter une voiture, il y avait le prix et il y avait la peur de la panne. Donc tout de suite, Elon Musk a compris que s'il voulait vendre des voitures électriques, il fallait donner accès à un réseau immédiatement pour que les gens qui achètent des Tesla, ils n'aient pas ce problème potentiel de panne sèche en fait. Les autres constructeurs automobiles ont décidé dans leur coin de sortir des véhicules sans penser aux bornes de recharge. L'entrepreneur de tous les superlatifs a baptisé son réseau avec le terme de superchargeur. Un réseau de bornes tentaculaires placées à des endroits clés pour un automobiliste. Les superchargeurs, c'est extrêmement stratégique. C'est donc un réseau de l'équivalent des stations-service, mais c'est plutôt en général sur le parking d'un hôtel, dans une zone commerciale. On va implanter donc une dizaine, une quinzaine de bornes sur lesquelles on va pouvoir venir charger sa voiture. L'autre révolution en fait de ces bornes de recharge, elles octroient une puissance très importante qui permet de recharger en quelques dizaines de minutes votre véhicule. D'abord implantés dans les pôles stratégiques de Boston, Washington et San Francisco, Los Angeles en 2012, les superchargeurs se sont développés à travers la planète entière. Aujourd'hui, le réseau compte environ 3200 stations pour plus de 30 000 bornes. Et Tesla espère multiplier leur nombre par 3 dans les 2 ans à venir. Il y a maintenant des acteurs beaucoup plus gros, enfin des acteurs spécialisés dans l'énergie qui s'y mettent. Mais Elon Musk a pris une longueur d'avance sur le bon endroit où positionner ses superchargeurs, puis surtout sur ce qu'on appelle l'usage, l'habitude. Les gens qui ont des Tesla ont l'habitude d'aller dans ces superchargeurs, ça sera très difficile de leur faire changer d'habitude. Après la question de l'autonomie, l'autre paramètre capital pour séduire les acheteurs, c'est le prix. Et pour concurrencer les voitures thermiques, Elon Musk mise sur des usines d'un nouveau genre, les Gigafactory. Ce sont des usines, mais avec des dimensions énormes. La première a été construite dans le Nevada pour produire à grande échelle et faire diminuer les coûts. Après l'usine de Reno dans le Nevada, une Gigafactory a été construite dans l'État de New York. Puis Shanghai en Chine, Berlin en Allemagne, Austin au Texas. Inaugurée en grande pompe, la Gigafactory d'Austin occupe 930 km² de surface, soit l'équivalent de 450 terrains de football. Elon Musk prévoit à terme une douzaine de Gigafactory à travers la planète. Ça ressemble à ce que faisait Toyota, c'est de se dire qu'on est accepté par le consommateur si aussi on s'implante proche des endroits où on va acheter son produit. Donc ça, c'est une évolution lourde de l'industrie. C'est de se dire que le consommateur devient intolérant aux produits qui viennent d'ailleurs parce qu'on veut que ça crée de l'emploi en local, etc., etc. Donc il y a vraiment cette volonté-là. L'usine, revue et corrigée par Musk, c'est un espace gigantesque, aux murs immaculés, avec des lignes de production robotisées à l'extrême et connectées pour récolter des données en permanence afin d'améliorer le process de fabrication. On parle maintenant d'industrie 4.0 ou plus simplement d'usine numérique. Elon Musk, il est aussi mu par ce côté je suis un physicien et si je devais réécrire une usine automobile de zéro, bah voilà comment je la ferais. Je ne vais pas forcément copier ce que font les autres parce que je ne pense pas forcément que les autres ont raison. Ce que ça implique, c'est qu'il va être capable d'innover sur des choses que les autres n'imaginaient plus être capables de faire. Donc par exemple, sur la première étape qui est de presser la tôle, ce qu'on appelle l'emboutissage, il va inventer des méga presses qui vont être capables de fabriquer en fait toute une partie de la voiture d'un seul bloc. Alors que traditionnellement, on allait faire chacun des composants séparément et ensuite on les assemble avec des robots qui vont souder. Là, on va avoir des grandes parties du berceau, le bas de la voiture, qui vont être faites en monobloc. Dans les cabines de peinture, il invente en fait un process où on va faire tourner la voiture sur elle-même, pivoter pour aller dans les bains, alors qu'avant on était plutôt sur quelque chose de linéaire. Le temps de fabrication en temps passé sur la Tesla, c'est environ 10 heures. Et sur ce que fait Volkswagen aujourd'hui, on est plus autour d'une vingtaine d'heures. Un temps de fabrication réduit, mais aussi un nombre de modèles limité. Voilà l'équation d'Elon Musk pour faire du volume, se rapprocher du prix des voitures thermiques et inonder le marché mondial. Alors l'objectif d'Elon Musk, c'est, contrairement un peu aux autres constructeurs, ça va pas être forcément de faire une gamme très étendue tout de suite avec plein de carrosseries. Si on prend les constructeurs allemands par exemple, donc en fait son projet c'est plutôt de se dire j'ai des voitures qui sont très performantes, je les fais évoluer plutôt par le logiciel que par les carrosseries, et une fois que j'ai un réseau de voitures installé, bah, je vais pouvoir faire l'équivalent de l'Apple Store pour Apple. C'est-à-dire de vendre surtout du logiciel, des fonctions avancées de la voiture, etc., etc.
Si Musk est à l'affût des nouveautés technologiques pour créer les usages de demain, il sait aussi capitaliser. C'est le cas avec ses batteries. Non seulement elles équipent les Tesla, mais elles commencent à se faire une place dans les foyers depuis 2015 avec un système appelé Powerwall. Quand on sait faire une batterie pour une voiture, on sait faire une batterie pour d'autres usages que la voiture. Le Powerwall, c'est un pack batterie comme on a dans la voiture, avec des cellules qui sont connectées, et puis on va pouvoir accumuler de l'énergie qui vient soit des panneaux solaires, soit d'ailleurs. Le Powerwall peut alors fournir l'électricité au réseau domestique. En accumulant de l'énergie aux heures creuses, il permet d'abaisser sa note d'électricité en la redistribuant aux heures pleines. En cas de panne, il devient un réseau de secours. Par ailleurs, le surplus d'électricité peut être revendu aux fournisseurs d'énergie. Car dans la vision d'Elon Musk, les Powerwall mis en réseau deviendraient des fournisseurs d'énergie capables de suppléer les centrales électriques. L'idée, ce sera de réguler l'énergie en utilisant justement toutes les sources qui sont disponibles à un instant donné. Tiens, j'ai besoin d'énergie pour faire fonctionner une usine. Je vais aller acheter de l'électricité à monsieur Durand qui habite à côté, à monsieur Intel, et je vais lui payer son électricité. Encore une fois, il a pensé ça en mode écosystème et pas seulement la vision de je vends un produit qui est une pile électrique. Dans l'écosystème rêvé par Elon Musk, l'électricité fournit l'énergie des foyers et des voitures. Mais pas seulement. Pour continuer de sortir de l'ère des énergies fossiles, l'électricité doit aussi propulser des véhicules à des vitesses vertigineuses. Ce projet fou s'appelle l'Hyperloop. L'Hyperloop, c'est un nouveau moyen de transport de masse dans lequel des véhicules seront propulsés à très haute vitesse dans des tubes sous vide. On parle de 1000 km/h, c'est-à-dire une vitesse qui est comparable à celle de l'avion. Donc c'est voyager à la vitesse de l'avion sur le plancher des vaches. Théoriquement, l'Hyperloop permettrait de parcourir Los Angeles-San Francisco en moins d'une demi-heure. En France, Paris et Marseille se retrouveraient à 40 minutes de trajet. Comment est-ce techniquement possible? Où les Hyperloops seront-ils implantés? Pourquoi certains doutent-ils de leur réalisation? Ça fait presque 10 ans que Elon Musk a relancé l'Hyperloop. Il faut constater qu'on n'y est pas. Des Hyperloops, on n'en a pas construit. En fait, l'Hyperloop est un vieux concept, popularisé par la littérature de science-fiction. L'idée, elle vient en fait de la fin du 19e siècle. C'est dans un bouquin de Jules Verne qu'il y a une première description d'Hyperloop pour traverser l'Atlantique. Développé sans succès au XXe siècle, il faut attendre le coup de projecteur d'Elon Musk pour ressusciter l'idée. En 2013, l'entrepreneur soucieux de développer des transports écologiques publie un document sur Internet. Aussitôt, l'Hyperloop séduit des investisseurs. Un peu comme sa Tesla, un peu comme son SpaceX, Elon Musk en lui-même est une marque. C'est un personnage qui est bankable parce que tout ce qui touche à peu près devient de l'or. Il a une aura terrible au niveau de la tech. Il joue un petit peu le rôle d'un gourou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a différentes sociétés qui travaillent à des projets d'Hyperloop. Mais aucune n'est financièrement liée à Elon Musk. Parmi ces sociétés, Hyperloop TT. Cette entreprise américaine a installé son centre de recherche et développement en France, à Toulouse. Sur une ancienne base aérienne, on a assemblé un prototype de tube de 320 mètres de long. Le tube va faire environ 4 mètres de diamètre. Il sera en acier et il sera supporté sur des pylônes localisés tous les 20 à 40 mètres à 6 mètres de hauteur. Juste à côté, et raccordé au tube, c'est l'un des éléments capitaux de la technologie Hyperloop. Ce qui va permettre d'éviter la résistance à l'air quand le véhicule avance. Les pompes à vide. Le vide d'air est effectué donc au moyen de pompes à vide. Ces pompes à vide ont deux fonctions. Premièrement, elles vont effectuer la première mise sous vide, c'est-à-dire qu'elles vont venir aspirer les molécules d'air. La deuxième fonction, c'est maintenir le vide à une pression de 10 pascal, ce qui équivaut à une altitude de 50 km, alors que les avions, eux, sont à une altitude d'environ 10 km. Nous, on est capable de reproduire l'espace sur Terre dans ce tube. Comme dans l'espace, la cabine de la capsule est pressurisée. L'aérodynamisme, spécialement étudié pour atteindre à terme la vitesse vertigineuse de 1200 km/h.
Ça s'apparente vraiment à un fuselage d'avion, donc en aluminium et matériaux composites, pour vraiment assurer l'intégrité de la structure et un environnement confortable. Dans le tube, la capsule évolue d'abord sur des roues. Elle est propulsée grâce à un champ électromagnétique. La propulsion est réalisée grâce aux moteurs les plus efficaces existants, les moteurs linéaires, qui vont fonctionner avec deux éléments. Sur la capsule, une quille, un aimant permanent qui va interagir avec un élément sur le tube, des bobines de cuivre enroulées tout le long. Ces bobines de cuivre vont être traversées par un courant électrique qui va générer un champ magnétique qui va propulser l'aimant de la capsule. En jouant sur la fréquence du courant alternatif, on va diminuer ou augmenter la vitesse de la capsule. Passé les 200 km/h, un deuxième champ électromagnétique est créé afin de faire léviter la capsule. Il est nécessaire de l'éviter car au-delà de 400-500 km/h, le train, les roues du train vont endommager les rails. La lévitation magnétique est réalisée grâce à des aimants placés sous la capsule. Ce sont des aimants très puissants arrangés de telle façon que le champ magnétique est dirigé vers le bas. Ce champ magnétique va interagir avec des éléments structurels sur le tube, des plaques d'aluminium, en faisant léviter la capsule. Une grande première, avec des passagers à bord, a eu lieu dans le désert du Nevada. Sur une piste de 500 mètres de long, construite par la société Virgin Hyperloop du milliardaire Richard Branson. Fin 2020, 2 employés de l'entreprise jouent les cobayes. Le coup d'essai est une réussite, même si le test s'effectue à la vitesse modeste de 174 km/h. Au Canada, la société Transpod annonce la construction d'une ligne commerciale voyageurs en 2027. Sera-t-elle la première à concrétiser le vieux rêve de Jules Verne? En tout cas, l'Hyperloop devra prouver sa pertinence économique face au train et à l'avion. Le problème, c'est que ça nécessite des structures phénoménales. Il faut réinventer un réseau routier, en quelque sorte. Ça coûterait des dizaines, des centaines de milliards. Donc voilà, on se pose la question aussi de la viabilité de ce projet. Si à l'avenir, l'Hyperloop doit relier de grandes villes entre elles, Elon Musk, businessman pragmatique, a décidé de s'occuper du cœur même des villes. Ces mégalopoles asphyxiées par les embouteillages et la pollution. Il y a un côté, je veux résoudre des problèmes concrets de la vie courante des gens. Et donc, Elon Musk, il habite dans la Silicon Valley, donc dans son quotidien, il y a beaucoup d'embouteillages. Comment est-ce que je peux éviter ça? Soit je fais des voitures volantes, mais c'est un peu compliqué de faire ça, soit je vais essayer de passer par des tunnels. La nouvelle aventure industrielle d'Elon Musk commence en 2016 avec un tweet aux airs de blagues potaches. Les bouchons me rendent dingue. Je vais fabriquer un tunnelier et commencer à creuser. Finalement, c'est pas une blague puisque son tunnelier, il l'a construit. C'est une société qui s'appelle The Boring Company. Elle fait des trous sous terre pour construire des tunnels. Un an seulement après son tweet, Elon Musk a déjà fait creuser un tunnel d'essai sur le terrain de son entreprise SpaceX. 4 ans plus tard, en 2021, la Boring Company inaugure déjà sa première commande publique. Une boucle souterraine de 3 km située à Las Vegas, dans l'un des plus grands centres de conférences au monde. Et il est en train tout simplement de réinventer une espèce de métro personnalisé souterrain. Vous avez des escalators qui vous emmènent à quelques dizaines de mètres sous terre. Là, vous vous retrouvez dans une espèce de station, un peu comme une très belle station de métro. Et là, vous avez des Tesla Model 3 qui vous attendent. Vous rentrez dedans, vous avez un chauffeur qui vous permet de traverser en fait le Convention Center de Las Vegas. Pas de double sens de circulation dans le dispositif de Las Vegas. Les voitures circulent sur une seule voie. Une pour l'aller, une pour le retour. Dans des tunnels dont le diamètre est réduit au minimum. Ce sont des tunnels très étroits, d'ailleurs, ça peut être un peu stressant quand on prend la première fois ce tunnel. Les détracteurs disent, oui, mais vous vous rendez compte, il y a un accident, les voitures peuvent prendre feu, où sont les sorties de secours, etc. Mais étant donné que, en fait, les tronçons de tunnel entre chaque sortie sont assez courts, tout a été prévu pour qu'on puisse effectivement évacuer le tunnel très rapidement. Comme à son habitude, avec ce premier circuit, Elon Musk pose d'abord ses jalons
avant d'améliorer progressivement son produit. Las Vegas va se retrouver avec un réseau de plus de 50 km de tunnels sous la ville, avec une quarantaine de stations. Et ce qu'imagine Elon Musk avec des robots pour piloter ces Tesla, on pourrait aller par exemple d'un point A à un point B à Las Vegas en quelques minutes en commandant sa Tesla depuis son smartphone. Les ambitions de la Boring Company ne s'arrêtent pas là. Ces ingénieurs ont développé un tunnelier censé diviser drastiquement les coûts et temps de construction. Ces tunnels, avec des diamètres standards, sont destinés non seulement aux voitures, mais aussi aux piétons, aux fret ou aux canalisations. Une fois de plus, Elon Musk bouscule une vieille industrie. Et celle-ci mise sur son échec. On a l'impression de revivre avec 20 ans de décalage ce qui s'est passé avec SpaceX. Musk disait je vais faire des fusées réutilisables et les grands du secteur disaient c'est pas possible. Bon. Aujourd'hui avec les tunnels, on peut se demander si à un moment donné ces industriels vont pas se retrouver dans une situation où il va creuser plus vite, il va creuser 30% moins cher, ce qui va les mettre dans une grande difficulté. Si Elon Musk a entrepris de révolutionner le transport ou l'énergie de l'homme de demain, il a aussi en tête de repousser d'autres limites. Celle de notre propre planète. En relançant un vieux rêve, quelque peu laissé à l'abandon ces dernières décennies, la conquête spatiale. Son idée, c'est qu'il veut conquérir les âmes et les cœurs avant de conquérir l'espace. 500 000 Américains tout autour du pas de tir. On n'avait jamais vu autant de public depuis les missions Apollo. Avec Musk, la conquête spatiale redevient un spectacle dont il est le metteur en scène. Comme en 2018, lorsqu'il envoie une Tesla errer dans l'espace, s'offrant au passage un coup de pub et un petit plaisir. On voulait quelque chose de fun, où vous pouvez imaginer vous trouver. Voilà la raison de cette voiture avec un astronaute dedans. Après la revente de PayPal, le richissime homme d'affaires aurait pu continuer à faire fortune avec Internet. Il a préféré fabriquer des fusées et les baptiser Falcon, comme dans Star Wars. Chez Musk, l'enfance revient toujours comme cela. Il emprunte à Star Trek, à Star Wars, à Jules Verne. Pour lui, tout ce qu'il a lu dans la science-fiction est réalisable, quoi. Comment Elon Musk est-il passé du monde des startups à l'un des domaines les plus complexes, l'industrie spatiale? Pourquoi a-t-il frôlé la banqueroute? Comment s'est-il imposé dans un secteur dominé par les États les plus puissants de la planète? Avec SpaceX, sa première innovation, ça a été de changer la façon de faire du business. Ensuite, la deuxième innovation, les fusées réutilisables. Et enfin, la troisième, les fusées rapidement réutilisables. C'est en 2001 que l'odyssée spatiale d'Elon Musk commence, bien avant l'aventure Tesla. Il a alors 30 ans, et pour lancer ses premières fusées, il pense utiliser des missiles balistiques russes, les SS-18. Musk voulait leur acheter 8 millions de dollars, mais eux, ils en exigeaient beaucoup plus. Musk s'est dit, puisque c'est comme ça, eh bien, je vais créer mes propres fusées. L'année suivante, le jeune entrepreneur crée SpaceX et achète un vieux hangar en Californie pour fabriquer ses propres fusées. Et comme l'industrie spatiale lui met des bâtons dans les roues, en 2005, il installe son site de lancement sur une île perdue au beau milieu du Pacifique, dans l'atoll de Kwaj. L'atoll de Kwaj est situé très proche de l'équateur. Et ça, c'est un avantage pour lancer les fusées parce que la vitesse de rotation de la Terre est plus élevée à l'équateur qu'au pôle et donc ça nécessite moins de carburant pour s'affranchir de la pesanteur terrestre. J'ai rendu visite à Musk dans sa première usine et je lui ai dit « Vous devriez vous préparer à faire au moins 3 lancements parce que les premiers vont échouer. » Il a répondu « Pourquoi ? Qu'est-ce qui va échouer ? Dites-moi ce qui ne va pas dans la conception. » J'ai répondu « Je ne sais pas, mais ces choses sont extrêmement complexes et difficiles, et vous allez probablement échouer les premières fois. » Les 2 premiers lancements sont effectivement de cuisants échecs, et chaque jour passé sur cet atoll du bout du monde rapproche Elon Musk de la banqueroute. La banqueroute parce qu'il dépense 100 000 dollars par jour. Alors là, le millionnaire commence à voir son portefeuille diminuer.
En 2007, il a dit « Ok, j'essaye une fois de plus. Et si ça échoue, j'abandonne. » Eh bien, ça a échoué la 3e fois. Mais il a changé d'avis et n'a pas renoncé à une 4e tentative. Et c'est là qu'il a réussi. Il faudra attendre le 28 septembre 2008 pour voir enfin une fusée Falcon s'élever dans les airs à une centaine de kilomètres, donc au-delà de la ligne de Kármán qui délimite l'espace terrestre de l'espace interplanétaire. La même année, 2 jours avant Noël, la NASA choisit SpaceX pour ravitailler la Station spatiale internationale. Avec ce contrat public à 1,6 milliard de dollars, SpaceX est non seulement sauvé, mais lancé définitivement. SpaceX avait besoin du programme gouvernemental pour réussir. Ils ont bien eu quelques lancements purement commerciaux, mais le gros de leur activité a été la NASA et le département de la Défense. Même si ce juteux contrat est vital pour SpaceX, Elon Musk bataille avec l'administration américaine pour changer les règles du jeu. Alors que l'industrie spatiale négocie habituellement 10% de bénéfices sur des coûts variables, Elon Musk, lui, exige un prix fixe. La NASA a résisté, mais il a insisté. Je ferai votre lancement pour tel montant. Et ne demandez pas quel est mon bénéfice, d'accord ? Vous n'obtiendrez pas un meilleur prix ailleurs, donc ne vous plaignez pas si je fais plus de 10% de bénéfices. Le devis de SpaceX est 3 fois moins élevé que celui des concurrents, et la NASA finit par céder. Seulement 6 ans après la création de SpaceX, Elon Musk entre dans le cercle très fermé des industriels de l'espace. Et la fusée qui lui ouvre ses portes, la Falcon 1, n'est qu'un avant-goût de ce qui va suivre. SpaceX a appris à faire des fusées avec la Falcon 1, mais elle était trop petite pour être viable d'un point de vue commercial. Alors on est passé à la Falcon 9, qui possède 9 moteurs à son premier étage et qui fonctionne avec du kérosène et de l'oxygène. Le 2e étage est équipé d'un seul moteur et de 2 réservoirs plus petits. Au sommet, la coiffe qui stocke les satellites à mettre en orbite. Après le décollage, les moteurs s'éteignent à 90 km d'altitude. Les 2 étages se séparent alors grâce à des poussoirs pneumatiques. Le moteur du 2e étage est mis à feu et rejoint son objectif, tandis que le 1er étage regagne la Terre. D'abord, il arrive sur le ventre, et donc ça entraîne pas mal de résistance. Ensuite, grâce à des impulsions intermittentes des moteurs et grâce aux ailettes en titane, le 1er étage de la Falcon 9 se redresse à la verticale. Arrivé à proximité de l'aire d'atterrissage, une dernière mise à feu ralentit complètement le lanceur, tandis que les jambes en carbone se déplient. Cela paraît aujourd'hui évident et facile, mais les premiers essais ont été catastrophiques. Le lanceur, tantôt ratant complètement sa cible, tantôt arrivant sur sa plateforme avec une trajectoire hasardeuse. Il faut quand même préciser qu'ils ont échoué 5 fois avant de réussir. Avec des tentatives enfin réussies en 2015 et 2016, la donne de l'industrie spatiale a été changée à tout jamais. Ils récupèrent 9 des 10 moteurs. C'est environ 90% de la fusée qui est réutilisable. Le coût des lancements, qui était le même depuis 1970, 10 000 $ le kilogramme pour une mise en orbite, SpaceX l'a réduit à 2 000 $. Une division des coûts par 5. Avec ces tarifs, SpaceX bouscule toute l'industrie spatiale, obligeant des entreprises comme Arianespace à développer aussi un lanceur réutilisable pour ne pas rester à la traîne. Extrêmement ambitieux, Elon Musk ne s'est pas contenté de faire suer ses concurrents avec la mise en orbite de satellites. Grâce au contrat lié à la Station spatiale internationale, il est entré de plein pied dans la cour des très grands, car désormais, il envoie des humains dans l'espace. Pour cela,
Il utilise la Falcon 9 en y ajoutant une capsule baptisée Dragon, similaire à celle des missions Apollo qui ont amené l'homme sur la Lune. La capsule Dragon est assez similaire à la capsule Apollo. Elle est un peu mieux car elle est équipée de panneaux solaires et peut donc fournir sa propre énergie. La capsule Apollo, elle, n'avait que des piles à combustible. La capsule Dragon peut accueillir 4 personnes, voire 6. La capsule Apollo, c'était seulement 3. La capsule Apollo pesait 6 tonnes. La Dragon en fait 8, mais elle est mieux équipée. Avec la soute d'une contenance de 37 mètres cubes pour le fret, la capsule emporte avec elle l'équivalent de la moitié d'un semi-remorque. Plus vaste que la capsule Apollo, bien plus moderne que la capsule Soyouz, entièrement automatisée avec écran tactile et tableau de bord minimaliste. Alors voilà, je suis assis dans le palace. Elon Musk n'est pas peu fier quand il s'agit de présenter son bébé. Le pilote peut interagir avec les écrans juste au-dessus. Il peut contrôler le vaisseau et en cas d'urgence, pour activer les fonctionnalités essentielles, nous avons des boutons manuels. Pour lancer cette capsule dans l'espace, la Falcon 9 coupe ses moteurs 2 minutes 30 après le décollage. Le premier étage se sépare alors et 10 minutes plus tard, c'est au tour de la Dragon de se diriger vers la station spatiale dans une manœuvre automatisée de près de 20 heures. Elle dispose de petits propulseurs qu'elle peut utiliser pour manœuvrer en orbite, se rapprocher de la station spatiale et s'y amarrer. La capsule possède un système d'amarrage à l'avant de son nez qui peut venir s'ajuster au système d'amarrage de la station spatiale. Une fois verrouillé, vous pouvez alors ouvrir les écoutilles et passer de l'intérieur de la capsule Dragon à la station spatiale. En 2021, le Français Thomas Pesquet a rejoint la station internationale à bord de la capsule Dragon. Comme pour ses prédécesseurs, le voyage s'est déroulé sans encombre. Le spationaute n'a eu à activer aucune des fonctions manuelles, et surtout pas la manette d'urgence. Évidemment, la grande poignée à ne pas toucher au moment du décollage, c'est le siège éjectable. Maintenant, elle est désactivée, donc c'est pas grave, on peut la toucher. Mais quand même, avec l'entraînement, on a une certaine répulsion pour cette poignée, on n'a pas du tout envie de la toucher. Voilà, c'est là qu'on va être assis pendant le voyage qui va nous ramener à terre. Le voyage du retour se fait aussi en automatique. Après avoir activé une série de parachutes, la capsule se pose en mer où elle est repêchée. Par la suite, elle s'offrira une cure de jouvence pour être réutilisée. Car dans le modèle high-tech et low-cost d'Elon Musk, rien ou presque rien ne doit se perdre. Mieux, tout doit être fructifié. Avec ses lanceurs performants et ultra économiques, Elon Musk, le surdoué du marketing, vise désormais un marché qui pourrait rapporter gros. L'Internet par satellite. Sa nouvelle aventure, lancée en 2015, s'appelle Starlink. Dans tout le portefeuille entrepreneurial d'Elon Musk, s'il y avait une poule aux œufs d'or, c'est Starlink. Musk envisage des revenus de l'ordre de 25 milliards de dollars par an avec Starlink. Avec SpaceX, il a les lanceurs, il construit les satellites de Starlink. Donc on voit que Musk maîtrise tous les échelons du processus. Et c'est ça qui lui permettra d'avoir une manne financière extraordinaire. Le cœur de cible d'Elon Musk, ce sont tous les foyers situés dans les zones blanches du globe, sans accès à un réseau Internet. L'un des fantasmes aujourd'hui de l'humain, c'est de pouvoir être connecté partout. Le concept d'Elon Musk, c'est de dire, grâce à une constellation de satellites, on va pouvoir avoir Internet partout dans le monde. La plupart des satellites qui nous permettent de communiquer, ce sont des satellites géostationnaires qui sont à 36 000 km d'altitude. Et le problème, c'est que comme ils sont très très hauts, eh bien, ils nous apportent du temps de latence et on se retrouve avec quelques secondes de décalage. Elon Musk a choisi de placer ses satellites 60 fois plus bas, à 550 km d'altitude. À cette distance, la latence est bien plus faible.
une trentaine de millisecondes contre 600 millisecondes pour les satellites géostationnaires. Au sol, l'utilisateur est équipé d'un kit de connexion avec antenne parabolique. Il envoie ou reçoit un signal vers un satellite Starlink, ou plutôt vers la galaxie Starlink. Car comme aucun d'entre eux ne reste au-dessus de la même zone terrestre, il en faut un maximum pour quadriller le ciel et assurer la continuité des communications. C'est un peu l'inverse de ce que nous vivons quand on est en voiture et quand on capte la 4G. On bouge tout le temps, on va passer d'un émetteur à l'autre. Et bien là, c'est l'inverse. Nous, on bouge pas, mais c'est les émetteurs, en fait, qui vont passer d'un émetteur à un autre et qui vont nous permettre d'avoir la même connexion. Pour arriver à ça, il faut un maillage extrêmement important. Musk parle d'équiper Starlink d'au moins 12 000 satellites. Il pourrait même y en avoir au-delà de 40 000. Aujourd'hui, au total, il y a environ 4000 satellites en activité au-dessus de nos têtes. Avec le projet d'Elon Musk et celui de ses concurrents tels que OneWeb ou Amazon, ce nombre va croître de manière exponentielle. De quoi multiplier les risques de collision dans l'espace. De quoi gêner un peu plus les astrophysiciens qui scrutent le ciel. Ça empêche les scientifiques de travailler. Parce que aujourd'hui, ce réseau de satellites en orbite basse, ça crée une pollution lumineuse et en termes de radiofréquence très importante. Pour l'instant, le ciel a des airs de Far West. Les nouveaux acteurs du spatial y placent leurs pions sans trop de frein. Et c'est Elon Musk qui pourrait bien se tailler la part du lion. Encore une fois, il casse le modèle économique et devient un concurrent de tous les opérateurs télécoms du monde entier. Il prétend avoir une position assez humaniste en fournissant Internet, quelle que soit sa position sur le globe. Mais Musk, c'est un industriel qui a une vision du futur et qui veut avoir les fonds pour financer cette vision. Le rêve le plus cher, pour lequel il est prêt à casser sa tirelire, c'est cet objet de désir qui peuplait ses lectures d'enfance. La planète Mars. Une planète que Musk considère aujourd'hui comme le plan B de l'espèce humaine. L'histoire va bifurquer dans deux directions. Le premier choix, c'est de rester sur Terre pour toujours. Et là, il y aura probablement une extinction. Je n'ai pas de date pour cet apocalypse, mais finalement, l'histoire suggère qu'il y aura une telle apocalypse. L'alternative, c'est de devenir une civilisation spatiale, une espèce multiplanétaire. Et j'espère que vous pensez aussi que c'est la bonne voie à suivre. Pour atteindre cet objectif invraisemblable, SpaceX a dû imaginer un monstre de puissance et de technologie. SpaceX développe un système de fusée réutilisable qui, une fois construit, sera la plus grande fusée de l'histoire. L'ensemble mesure 120 mètres. Bien plus grand et bien plus puissant que toutes les fusées ayant transporté des humains dans l'espace. Même le mythique lanceur des missions Apollo est en deçà avec ses 110 mètres de haut. L'ensemble Starship a deux étages. Il y a le premier étage, qui est massif, qu'ils appellent Super Heavy, et l'étage supérieur, qui est en fait ce qu'on appelle Starship. L'espace utile de cette maxi-navette de 50 mètres de long est immense. Plus de 1000 mètres cubes pour pouvoir transporter 100 personnes. Ces deux réservoirs principaux contiennent du dioxygène et du méthane liquide. Pourquoi du méthane? Parce qu'on peut en fabriquer sur Mars en vue du voyage retour. Pour fabriquer du carburant sur Mars, il faut faire réagir le dioxyde de carbone de l'atmosphère avec l'eau, présente sur Mars sous forme de glace, et vous pouvez ainsi produire du méthane et de l'oxygène comme carburant de fusée. En fait, c'est le carburant le moins cher et ça pourrait être suffisamment bon marché pour développer les voyages intercontinentaux sur Terre. Si l'ensemble Super Heavy et vaisseau Starship n'a pas encore fait ses preuves, la navette seule a réalisé la prouesse spectaculaire d'atterrir à la verticale. Avec son look tout droit venu des années 50. Au départ, Elon Musk voulait utiliser des matériaux composites pour avoir un poids ultra léger, mais c'était trop complexe.
Donc, il a fait marche arrière et utilisé l'acier inoxydable, un matériau que l'on trouve facilement. Et même si ça réduit un peu les performances de la navette, c'est beaucoup plus facile à travailler. Navette en acier inoxydable, carburant spécifique, 29 moteurs pour la seule Super Heavy. L'imagination des ingénieurs de SpaceX n'a pas de limite. Et encore moins quand il s'agit de faire le plein en vol pour effectuer les 60 millions de kilomètres qui nous séparent de la planète rouge. Il y a la fusée Super Heavy qui emmène la navette jusqu'à environ un tiers de sa vitesse orbitale. Puis, le lanceur retourne sur le site de lancement. Il ne va pas sur Mars. La navette se propulse alors toute seule sur le reste du trajet jusqu'à son orbite. Mais là, vous avez une navette à court de carburant. Du coup, l'astuce, c'est de faire voler d'autres navettes. Leur charge utile, c'est un supplément de carburant qui serait transvasé dans la première navette jusqu'à ce qu'elle ait assez de carburant pour quitter l'orbite terrestre et naviguer vers Mars. Si Musk a jeté son dévolu sur la planète rouge, ce n'est pas à cause de la science-fiction, mais parce que c'est la planète la moins complexe à coloniser. Mars est connu comme la planète rouge parce qu'il y a beaucoup d'oxyde de fer dans le sol, qui est donc la couleur de la rouille. Mars, d'abord, c'est la planète la plus proche et la planète la plus vivable, malgré ses conditions infernales. À midi, à l'équateur, la température peut atteindre 20 degrés. Mais la température moyenne jour-nuit sur Mars est d'environ moins 50 degrés. Il y a une atmosphère toute fine. C'est environ 1% de l'atmosphère terrestre. Vous retirez votre casque sur Mars, en raison de la basse pression, vous mourrez en 2 minutes. Le sang se met à bouillir. Là, il est impossible de respirer l'atmosphère martienne. Avant de transformer l'atmosphère martienne, les premiers colons devront vivre sous cloche. Un scénario digne de la science-fiction. Même si à en croire ses derniers tweets, Musk est persuadé que c'est pour bientôt. L'humanité sera sur Mars, de votre vivant. Je suis convaincu que nous ferons atterrir nos premiers terriens sur Mars avant 2030. Elon Musk parle de le faire d'ici à 2026 ou quelque chose comme ça. Et il est généralement assez optimiste dans ses projections. Mais en tout cas, je pense que ça va se faire. Musk envisage également d'envoyer des colons autour des satellites de Jupiter et de Saturne. Pour lui, ce ne serait aussi qu'une étape vers la colonisation entière du système solaire. La station internationale, puis la Lune, puis Mars, puis le système solaire. À l'image de cette ambitieuse conquête spatiale, le monde rêvé d'Elon Musk est un champ des possibles sans limite, où la technologie constitue l'alpha et l'oméga. Une façon de concevoir le monde qui bouge les lignes. Bénéfique quand il s'agit de sortir au plus vite des énergies fossiles. Inquiétante quand il s'agit de s'octroyer le monopole du ciel, ou quand il s'agit d'implanter des puces d'ordinateur au cœur même du cerveau humain, avec en arrière-plan l'idéologie transhumaniste. Apprenti sorcier, entrepreneur visionnaire, Elon Musk est tout à la fois. Qu'on le déteste ou qu'on le vénère, il a acquis une telle puissance financière qu'il en est devenu un mastodonte incontournable. Aujourd'hui, quand la bourse est au plus haut, sa fortune personnelle peut dépasser les 300 milliards de dollars, plus que le PIB annuel de pays comme la Finlande ou le Portugal.